28 septembre 1966, mourait André Breton. Aucune commémoration marquante n'était prévue pour ce cinquantenaire. Nous avons souhaité, le centre Jean Pépin, avec le soutien de Jacqueline Carrois du centre Coeuré, en collaboration avec le CRAL, mais aussi avec la Bibliothèque nationale de France, marquer ce moment, car la longueur de cou du surréalisme impressionne, non seulement par sa richesse d'invention, mais aussi par son influence sans cesse renouvelée sur la culture moderne puis contemporaine. Breton non seulement était poète, écrivain, mais il avait un œil, c'est un très grand connaisseur de peinture, de sculpture. Son extrême connaissance des arts plastiques a fortement influencé, de façon directe ou indirecte, l'histoire de la peinture et de la sculpture jusqu'à nos jours. Et j'ajouterai que le surréalisme a non seulement marqué le mouvement des arts, mais aussi l'imaginaire social, à travers en particulier sa conception inédite de la production sous la forme de l'automatisme et de ce que j'oserais appeler l'inconscient productif, et je reviendrai sur ces deux notions. L'équipe TETA du centre Jean Pépin, TETA, c'est-à-dire Théorie et Histoire de l'esthétique, du technique et des arts, s'efforce de mettre en valeur les liens entre art, technique et production. Et il est vrai que s'il est vrai que nous nous sommes essentiellement intéressés jusqu'alors à l'architecture de la Renaissance aux Lumières, c'est précisément parce que l'architecture constitue à ces époques un véritable paradigme productif qui allie art, sciences, technique et production. Le surréalisme rentre évidemment en conflit brutal et frontal avec ce paradigme. Je pense à la dénonciation de Georges Bataille dans sa revue Document de 1929 de ce qu'il appelle, j'ouvre les guillemets, la chiourme architecturale. L'architecture classique étant pour Bataille ce qu'est le Gestell un peu plus tard pour Heidegger, c'est-à-dire la servitude volontaire, autrement dit le monde artificiel dont nous sommes pourtant les auteurs, qui devient notre maître. Simplement pour Bataille, ce dispositif de domination est proprement artistique, alors que pour Heidegger, il est d'abord industriel et technique. Et de fait, on a parlé tout à l'heure du Conservatoire national de musique, de fait, on ne saurait sous-estimer la puissance de production et d'imposition symbolique à l'échelle mondiale de l'École des Beaux-Arts de Paris au XIXe et au début du XXe siècle, qui est l'héritière et la propagatrice de la tradition classique, mais que Breton ou Bataille dénonce en raison de son extrême codification et de son extrême institutionnalisation de l'art. Ce qu'il y a de remarquable dans le surréalisme, c'est qu'il a réussi de façon plus conséquente que les autres avant-gardes, à mon sens, à jeter les fondements d'un tout nouveau paradigme productif que je résumerai sous le terme d'automatisme. Voilà ce que nous avons cherché à mettre en valeur à travers ce colloque que nous avons organisé ici même à l'Institut national d'histoire de l'art, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale de France, les 26 et 27 avril 2017. Et je remercie Madame Lemann de Chermont de son soutien et de son invitation. Colloque qui donnera lieu à publication chez Hermann, sans doute au printemps prochain. Alors je vais rentrer un peu dans le nœud de cette question de l'automatisme et de l'inconscient productif qui, à mon sens, est tout de même une notion importante pour comprendre l'ensemble du système productif contemporain. Le surréalisme a remis les arts, mais aussi l'écriture, au centre de la production symbolique des sociétés. Non pas comme une simple superstructure, pour utiliser le vocabulaire marxiste que Breton, évidemment, employait, connaissait bien, mais comme le moteur même de leur productivité. Il s'agit alors de retrouver un art vivant, signifiant, ce qui est à la source de toute production et qui n'est pas simplement un dérivé, un simple effet du système productif. Il en est ainsi parce que le surréalisme a moins cherché à imposer sur les ruines de l'académisme de nouveaux modèles stylistiques et formels, comme la plupart des autres avant-gardes, qu'à proposer une nouvelle intelligence et une nouvelle opérativité des arts. Le surréalisme rompt avec l'art comme mimésis, comme reproduction, et c'est en cela évidemment qu'il prend définitivement congé avec l'art académique.
Mais d'une certaine façon, tout le mouvement moderne, à commencer par l'abstraction, rompt avec la mimésis. Le surréalisme ne rompt pas avec la reproduction pour se mettre à la recherche d'un arrière-monde, du spirituel dans l'art, selon la formule de Kandinsky, mais au contraire, pour accéder directement à la production et à sa source, sans la médiation du préfixe « re » de la reproduction. La reproduction privée de son préfixe, c'est donc de la production pure. C'est en quoi le surréalisme se réclame du primitivisme, voire de la sauvagerie, puis plus tard de la magie. Il est un terme qui ne cesse de revenir dans la plupart de nos conférences et qui définit de façon centrale cette productivité à la fois poétique et poétique du surréalisme. Je l'ai dit, c'est l'automatisme, autrement dit, et j'en donne une définition, ce par quoi la pensée se libère de l'articulation préétablie de la langue, du concept et du réel. On risque fort, nous avertit Breton, de sortir du surréalisme si l'automatisme cesse de cheminer au moins sous roche. Et l'écriture automatique, dont Breton est un pionnier évidemment, joue ici le premier rôle. En libérant l'écriture de ces diverses codifications, les forces de l'imaginaire se libèrent à leur tour. L'automatisme permet de piéger la censure par une vitesse accrue, car la vitesse d'écriture seule a ce pouvoir de libérer l'esprit du carcan de la raison. L'automatisme est l'excès de vitesse de l'écriture qui va plus vite que la raison, voire que la pensée elle-même, pour accéder à la source originaire et indicible de la création. Et c'est en quoi l'écriture apparaît, mieux que toute autre pratique artistique, comme l'origine de la production, et donc la poétique comme la condition du poétique, je m'explique, la poésie comme l'essence de toute production. L'automatisme est la poésie de l'inconscient. C'est ce que Breton appelle l'immaculée conception, immaculée parce que la conception est ici originaire, libérée de tout présupposé étranger à l'art comme productivité pure, l'immaculée conception étant l'autre nom de l'inconscient. Se fait jour ici une passivité créatrice à l'origine de toute forme, mais aussi de toute force symbolique. Jusqu'au bout, Breton restera fidèle à la tradition hegelienne et à l'enseignement de Kojève. Être fidèle à Hegel, c'est considérer la liberté comme l'origine de la puissance, tandis que Marx nous enseigne au contraire que la puissance, les forces de production, sont la condition de la liberté. C'est ça la grande différence spéculative entre Hegel et Marx. Il me semble, et je conclurai sur ce dernier point, que cette question de l'automatisme est à l'origine de la rupture de Georges Bataille avec André Breton au tout début des années 30, au nom d'un différend essentiel sur le sens précisément de cette philosophie hegelienne, un différend qui concerne la société de notre temps aussi bien que celle de l'entre-deux-guerres. Bataille, le penseur de la dépense sans retour, plus encore le penseur de la négativité sans emploi, pour reprendre son expression, de la négativité sans relève, a voulu, à mon sens, s'éloigner de cet hyper-productivisme de la création littéraire et artistique que formule Breton sous le thème de l'automatisme, pressentant peut-être, Bataille, que si le paradigme humaniste et classique de l'art avait été finalement aliéné sous sa forme académique par la société industrielle du XIXe siècle, le nouveau paradigme proposé par le surréalisme risquait quant à lui de se trouver aliéné par la société hyper-industrielle, hyper-automatisée de notre temps. Alors Myriam Bleul, qui fut la cheville ouvrière de ce colloque, et je vous en remercie, va nous présenter rapidement 3 interventions parmi les plus emblématiques de notre colloque. Pour commencer, je vous parlerai de la contribution que Marie-Paule Béranger, professeure de littérature française du XXe siècle, consacre aux poèmes-objets d'André Breton. De cette pratique qu'elle inscrit dans la continuité des travaux de Marcel Duchamp, Marie-Paule Béranger fait, je cite, « un nouveau petit genre du surréalisme permettant la poursuite de l'exploration psychique par d'autres moyens que ceux de l'écriture automatique. » De fait, le poème-objet pourrait être considéré comme un facteur d'évolution de la réflexion de Breton sur l'automatisme. Né en tant que pratique
Au début des années 30, il étend la notion d'assemblage des mots aux choses et surgit dans un premier temps comme une extrapolation de l'image surréaliste dans l'espace tridimensionnel. Voici l'un des tout premiers poèmes-objets de Breton, daté de 1934. Pour Marie-Paul Béranger, ce couteau suisse à la lame repliée, empêché en fait par cette petite cordelette qui le maintient. Je reprends ce qu'en dit Marie-Paul Béranger. Ce couteau suisse auquel manque la lame sinon le manche est un objet humoristique, objet à non-fonctionnement symbolique. Il figure l'empêchement si on ne veut pas parler de castration. En voici un autre, et encore un autre, parmi ceux qui figuraient dans l'exposition surréaliste d'objets organisée à la galerie Charles Raton en mai 1936. À propos de cette exposition, Breton écrit que l'objet surréaliste est le premier stade de l'énergie poétique que l'on trouve partout à l'état latent, mais qu'il s'agit, une fois de plus, de révéler. Ce n'est qu'en 1942 que Breton forge le terme de poème-objet, qu'il définit comme une composition qui tend à combiner les ressources de la poésie et de la plastique et à spéculer sur leur pouvoir d'exaltation réciproque. Cependant, entre les poèmes-objets des années 30 et ceux qui sont fabriqués pendant l'exil américain, entre 1941 et 1946, la tonalité a changé. Ainsi, dans un bas déchiré, réalisé à New York en 1941, Breton semble reprendre le cadre d'une petite mercerie inquiétante, en piquant sur un fond de soie claire des objets obsessionnellement alignés. Marie-Paul Béranger rapproche ce poème-objet de deux œuvres d'art brut que possédait Breton. Alors, voici l'une d'entre elles. Toutes deux ont été reproduites dans le dernier numéro de la revue La Révolution surréaliste en 1929. Il s'agit donc de deux panneaux évoquant une armoire ouverte, à l'intérieur trop bien rangée. Voici enfin une œuvre de juillet 1953 qui montre que s'il associe les mots et les choses, le poème-objet doit le nom de poème à la façon dont l'assemblage fait en lui travailler la langue. Ici, écrit Marie-Paul Béranger, au lieu que l'objet vienne se placer à l'intérieur du texte comme un mot, une ponctuation, un effet matière, il est devenu le matériau même de l'écriture, panoplie, mots valises et calembours, est inscrit avec des oplis bleus, coléoptères de la famille des scarabées. Je passe maintenant à la deuxième contribution que je vais présenter, qui est celle d'André Cariou, historien de l'art et ancien directeur du Musée des Beaux-Arts de Quimper, consacrée à un artiste singulier, Charles Filigère. On pourrait définir celui-ci comme un artiste brut par anticipation, à tout le moins comme un outsider, selon la dénomination plus récente donnée à ces artistes qui évoluent à la marge des institutions et du marché de l'art. En 1947, en tout cas, dans le mouvement symboliste dans l'art du XIXe, Charles Chassé classe Filigère dans la catégorie des artistes isolés, des créateurs inspirés, fous, naïfs, médiums ou délirants. Compagnon de route de Paul Gauguin, qui le prit un temps sous sa protection, Filigère a été, entre 1888 et 1894, une figure de l'école de Pont-Aven, mais il est également rattaché au courant symboliste. Toutefois, à partir de 1893, il a alors 30 ans, il se retire progressivement du monde, menant une vie errante et misérable, jusqu'en 1915, date où sa famille le place dans une sorte de famille d'accueil, avec laquelle il vivra jusqu'à sa mort en 1928. L'œuvre de Filigère se compose de petites gouaches, représentant des paysages, des portraits et des scènes religieuses plongées dans son quotidien breton, dans laquelle, selon Cariou, il revisite tout autant les primitifs italiens que l'imagerie populaire. Puis, progressivement, dans les dernières années de sa vie, son œuvre évolue vers des formes simplifiées de plus en plus géométriques, ce qu'on appelle les notations chromatiques, sorte de mandala qu'il répète d'une manière obsessionnelle. Pour Breton, qui en découvre l'existence à la lecture de l'ouvrage de Chassé, Filigère est devenu, selon la formule d'André Cariou, l'objet d'une quête passionnée. En effet, si l'une de ses gouaches, Salomon Ier, roi de Bretagne, était visible dans l'atelier d'André Breton, une douzaine d'autres étaient accrochées sur différents murs de sa chambre. Notant l'importance qu'avait pour André Breton cet artiste sur lequel il a pourtant peu écrit, André Cariou s'est employé à reprendre les marques des pas de Breton durant une recherche qui s'étale sur 10 années.
Ainsi, Cariou restitue à la fois la manière dont Breton a fait la découverte de Filigère et a commencé à s'intéresser à son œuvre, puis comment, progressivement, il a constitué sa collection. Et enfin, comment, au-delà de la présence des œuvres de Filigère dans son environnement quotidien, Breton va le sauver de l'oubli et lui donner une place dans l'histoire de l'art, non seulement par ses écrits, mais surtout en montrant ses œuvres à diverses occasions et dans différents contextes, expositions bien sûr, mais aussi publications, notamment l'édition de 1965 du Surréalisme et la peinture, où sont reproduites 3 gouaches de Filigère. Pour finir, j'évoquerai maintenant ce qui a constitué une sorte de découverte, un événement en tout cas. Il s'agit du manuscrit original de Nadja, qu'Olivier Wagner, conservateur au département des manuscrits modernes et contemporains de la BNF, a présenté pour la première fois au public dans le cadre de notre colloque le 27 avril 2017. Acquis en 2016 par la Bibliothèque nationale de France et entré officiellement dans ses collections en mars 2017, donc très peu de temps avant la tenue du colloque, ce manuscrit avait totalement disparu. Les éditeurs des volumes bretons de la Pléiade en ignoraient même l'existence. En réalité, peu après la publication de Nadja, Breton l'avait offert à l'éditeur suisse Henri-Louis Mermot. Resté dans les collections de celui-ci, le manuscrit ne réapparaît qu'en 1998, lorsque Pierre Berger en fait l'acquisition. Cependant, passant d'une collection privée à une autre, il restait inaccessible. Alors, pour rappel, Nadja est le récit de l'aventure, brève et intense, entre Breton et Léona Delcourt, dite Nadja. L'aventure se déroule entre le 4 et le 13 octobre 1926. Puis les relations se distendent jusqu'à la rupture définitive, en février 1927, rupture qui précède de quelques semaines l'internement de Nadja suite à un épisode délirant. André Breton compose les 2 premières parties de son roman en août 1927, puis en décembre de la même année, alors que Nadja, la personne de Nadja, est si loin, écrit-il, il en rédige la 3e partie où il célèbre, sans la nommer, sa nouvelle passion amoureuse pour Suzanne Musard. Publié en mai 1928, ce récit qui combine au texte de Breton des dessins de Nadja et tout un ensemble de documents iconographiques bouscule toutes les conventions du roman. Breton le considérait comme la clé de voûte de son œuvre, et c'est le seul de ses livres qu'il ait décidé de retravailler en profondeur pour une réédition en décembre 1963. Unique jet complet du roman, le manuscrit très corrigé informe sur la genèse de cette œuvre et sur le caractère d'urgence qu'elle revêt. C'est aussi plus largement un document majeur sur l'écriture de Breton, sa densité, sa dimension performative, cette impression, je cite Olivier Wagner, d'une inquiétante maîtrise de l'acte d'écrire, d'une puissance totale mise au service d'une cause immense. Le manuscrit comporte aussi des lettres et des dessins de Nadja, ainsi qu'un ensemble de documents et de photos insérés dans le fil de récit, dont certains n'ont pas été retenus pour l'édition de 1928. Olivier Wagner fait de ce manuscrit un manuscrit reliquaire, un mémorial en hommage à une jeune femme très tôt disparue au monde. Car à la suite du texte et postérieurement à la publication du roman, André Breton a, je cite, ajouté un certain nombre de documents comme autant de pièces justificatives à une aventure personnelle qui ne fut pas qu'une aventure d'écriture. Parmi celles-ci, ce dessin de Nadja, qui représente ce que Breton a appelé la fleur des amants, avec ce commentaire, ceci est le premier dessin de Nadja sur le papier de table du restaurant, et cette citation du roman, Nadja, c'est au cours d'un déjeuner à la campagne que cette fleur lui apparut, où la mention de page renvoie à l'édition de 1928. Je vous remercie.